Un Rafale, l'avion de chasse le plus avancé jamais intégré dans l'armée de l'air indienne, et pourtant 3 Rafales envoyés à la frontière pakistanaise pour rappeler la suprématie, dont 5 avions abattus selon Islamabad, mais aucun selon New Delhi. Au-delà des versions officielles, il y a des faits, il y a les silences et il y a des signaux faibles. Au Cachemire, une ligne de partage née de feu, 3 guerres et un champ de mines diplomatiques. Depuis 1947, l'Inde et le Pakistan s'y affrontent par procuration ou frontalement. En 1999, la guerre du Kargil. En 2019, les frappes de Balakot. Cette fois, ce n'est pas une base terroriste qui est visée, c'est un message, une démonstration de force aérienne en pleine montée des tensions à la frontière de Punch. L'armée indienne engage 3 Rafales, 2 Su-30 et un MiG-29. En face, le Pakistan mobilise ses JF-17, Bloc 3, ses radars au sol et ses intercepteurs F-16. 20 minutes plus tard, la confusion règne. 2 crashs sont confirmés par imagerie satellite, l'un côté pakistanais, l'autre côté indien. Mais très vite, les chiffres divergent pour Islamabad. 5 appareils ennemis ont été neutralisés. Pour New Delhi, aucun Rafale n'a été touché, seulement un MiG-29 manquant. Pourtant, un hangar calciné filmé par un drone relance les soupçons et ce n'est que le début. Le 3 avril 2025, à 4h26 du mat, heure locale, un convoi militaire indien est visé par une embuscade à Rajouri, district sensible à la frontière. 3 soldats blessés, 2 morts. À 4h58, l'armée de l'air indienne élève son niveau d'alerte. 3 Rafales sont déployés depuis Ambala, rejoints par 2 Su-30 MKI, escorte et un MiG-29 de reconnaissance. L'opération s'inscrit dans une doctrine bien connue, celle d'une frappe rapide, localisée et dissuasive. Mais cette fois, le Pakistan anticipe. Depuis début mars, l'ISI surveille l'activité de l'escadron 17 Golden Arrow, une recrudescence des vols, des tests de pénétration radar simulés. Islamabad soupçonne une opération imminente. Le JF-17 Thunder, modèle Bloc 3, est déjà en alerte avancée. Les stations de détection longue portée chinoises de type YLC 8B sont actives dès 5h14 du mat. À 5h19, les Rafales franchissent la LOC selon les radars pakistanais. L'Inde affirme de son côté n'avoir effectué qu'un survol de son propre territoire dans une zone de tampon, mais les transpondeurs ont été désactivés. Le brouillage commence, le doute s'installe. Une minute plus tard, un Rafale indien verrouille un objectif au sol à 23 km de Kotli. À 5h22 du mat, un tir de missile Météore est enregistré par les capteurs pakistanais. Le système radar L-band du Pakistan le trace. Le missile n'atteint jamais sa cible. C'est à cet instant qu'Islamabad répond. 2 F-16 prennent de l'altitude. 4 JF-17 exécutent une manœuvre d'encerclement. Avec coordination AWACS au-dessus du Punjab. Et là, la confusion commence. Selon des fruits internes au sein du renseignement indien, un brouillage actif aurait déstabilisé les liaisons entre les Rafales et les Su-30. Les 2 escadrons indiens se seraient retrouvés sans coordination. À 5h28, un missile AMRAAM pakistanais est tiré depuis un F-16. Le Su-30 est touché. Il s'écrase côté indien. L'armée confirme la perte, mais parle d'un accident technique. À 5h30, un MiG-29 tente une manœuvre de repli en piqué. Un abattu selon il est poursuivi. Abattu selon le Pakistan, disparu selon l'Inde. À 5h31, un drone pakistanais filme un impact au sol. L'image montre un fuselage brûlé, indéterminé. À 5h35, l'Inde active une zone d'exclusion aérienne dans la région de Rajouri. L'espace devient opaque. Islamabad, de son côté, convoque immédiatement les médias à 6h02. Le général Ahmed Bilal annonce 5 avions ennemis neutralisés, 3 Rafales, un Su-30 et un MiG-29. Aucune preuve immédiate n'est montrée, juste une silhouette en flammes, floue et indistincte, mais lourdement partagée sur les réseaux. À 6h45, New Delhi dément formellement. Le ministre de la Défense publie un rapport. Il dit: nos Rafales sont toutes rentrées à la base. Pourtant, 2 d'entre eux ne réapparaîtront pas publiquement avant plusieurs jours. L'armée invoque des opérations de maintenance. Est-ce une coïncidence de refus d'admettre une perte?
Puis 7h22, une vidéo fuite sur Telegram. Elle montre ce qui semble être un empennage arrière avec une teinte grise caractéristique du Rafale. À ce stade, le doute devient géopolitique. Le silence de Dassault Aviation interroge. Aucun commentaire. L'ambassade française contactée ne confirme pas de perte, mais ne la dit pas non plus. Dès l'annonce des événements du 9 mai 2025, deux narratifs diamétralement opposés se sont mis en place, chacun porté par des intuitions étatiques respectives. Le Pakistan affirme avoir abattu 5 appareils indiens ayant violé son espace aérien, dont 2 Su-30 MKI, 3 Rafales. Il soutient cette déclaration avec une série d'images floues de débris calcinés et une conférence de presse militaire mentionnant des vecteurs de 3e génération neutralisés et des vidéos circulant sur Telegram où l'on distingue des explosions en altitude. Le message qu'ils disent: nous avons infligé une défaite technologique à une puissance arrogante. L'Inde de son côté nie toute perte et affirme que ces appareils ont accompli leur mission dans un cadre de légitime défense suite à des activités terroristes transfrontalières. Le porte-parole du ministre de la Défense évoque des fabrications grossières et une mise en scène médiatique pakistanaise. Chacune de ces deux versions prétend détenir l'unique vérité, or dans les guerres modernes, ce n'est pas forcément celui qui dit vrai qui l'emporte, mais celui dont la version est crue. Les images satellites circulent en ligne des clichés censés montrer un impact. Dans un monde saturé d'informations, la véracité devient secondaire face à l'impact immédiat. Des images satellites circulent en ligne des clichés censés montrer un impact au sol, de type aérien dans la région de Sialkot. Ces images ont été republiées par des comptes pro-pakistanais avec des zooms accentuant la zone de cratère. Pourtant, les métadonnées ne coïncident pas toujours. Certains clichés seraient antérieurs à la date de l'événement. Cela pourrait relever d'une opération de désinformation maîtrisée. Concernant la vidéo du crash, plusieurs vidéos amateurs montrent des flammes dans le ciel, mais sans jamais prouver l'identité de l'appareil. Un Rafale filmé de nuit n'est reconnaissable que par hypothèse. La confusion visuelle est volontairement entretenue. Certains éléments exhibés, que ce soit des hélices ou des trains d'atterrissage, pourraient provenir de modèles russes plus anciens ou de drones. Aucune pièce ne permet une identification formelle d'un Rafale ou d'un Su-30. Là encore, l'ambiguïté est une arme. Le cœur du conflit ne bat plus uniquement dans les airs, mais aussi sur les réseaux d'influence, comme Telegram, via des chaînes comme @pack de défense.net ou IA Flex, joue un rôle central. C'est là que les premières images ont circulé, bien avant les médias classiques. L'audience visée, les jeunes, les stratèges amateurs, mais aussi les analystes professionnels. Ou sur X Twitter devient le théâtre d'une guerre de hashtags, que ce soit hashtag Rafale Shutdown contre Fake Pack Claims. Des anciens militaires occidentaux prennent position parfois avec une légèreté inquiétante, alimentant la confusion ou renforçant des biais. Ou que ce soit des influenceurs militaires sur YouTube publiant des analyses en direct, parfois sous-titrées en plusieurs langues, cherchant à imposer un récit stratégique. Dans cette cacophonie numérique, les États ne cherchent plus seulement à convaincre, mais à submerger la perception adverse. Les grandes puissances ne se sont pas précipitées pour trancher la controverse. La France, fournisseur des Rafales, a évité toute déclaration directe. Aucun communiqué officiel n'a été publié quant à une éventuelle confirmation de perte ou d'identification d'épave. Ce silence peut être intercepteur comme un désaveu discret de la version pakistanaise ou comme une stratégie de désescalade indirecte pour éviter une montée des tensions avec New Delhi. Les États-Unis ont premièrement appelé à la retenue, tout en affirmant surveiller les développements, une posture typique d'équilibriste stratégique, car Washington considère Islamabad comme instable, mais ne souhaite pas fragiliser New Delhi dans l'optique de contenir Pékin. La Chine, quant à elle, alliée du Pakistan mais méfiante envers la stabilité régionale, a opté pour l'ambiguïté, évoquant un développement préoccupant sur lequel nous recueillons des données précises. Ce flou diplomatique est en lui-même une variante stratégique. Le silence devient une déclaration implicite de prudence. La guerre narrative actuelle rappelle aussi d'autres épisodes, comme Balakot en 2019. Déjà à l'époque, l'Inde affirmait avoir détruit un camp terroriste, le Pakistan niait, et les analystes notaient l'absence de preuves irréfutables. La leçon est que chacun parle de sa propre opinion publique, non à la vérité objective. Pareil aussi en Ukraine, quant à l'utilisation d'images satellites et de témoignages visuels, a montré comment l'information peut être une ligne de front à part entière. Mais l'Ukraine, aidée par l'Occident, dispose d'un avantage narratif international que ni l'Inde ni le Pakistan ne peuvent revendiquer aujourd'hui. Et en Syrie, les vidéos de frappe, les preuves contestées d'utilisation d'armes chimiques, les récits concurrents russes et américains montrent un précédent d'opacité stratégique utilisé à des fins de brouillage international. Aujourd'hui, les bombes larguées comptent moins que les récits forgés. La guerre entre l'Inde et le Pakistan ne se joue pas uniquement dans les airs ou sur les radars, mais dans les esprits, sur les écrans et dans les algorithmes de diffusion. Celui qui gagne la guerre de l'information ne gagne pas forcément militairement,
mais il fixe le cadre de perception globale, ce qui peut orienter les sanctions, les alliances et les négociations à venir. Et puis l'Inde ne peut se permettre de reculer sur le plan symbolique. Si elle reconnaissait la perte de 5 avions de chasse sans représailles tangibles, elle perdrait en crédibilité face à la Chine, au Pakistan et à ses propres citoyens. Mais la doctrine dite Gold Start, élaborée après les attentats de 2001, n'est pas un plan de guerre totale. C'est un modèle de réponse militaire rapide, chirurgicale et limitée, visant à infliger un coût élevé au Pakistan, tout en restant sous le seuil de la riposte nucléaire. Ces principes clés sont la mobilisation rapide de groupes de bataille interarmés et de deux, la prise de territoire pakistanais peu profonde avant que les puissances extérieures ne s'en mêlent, et 3, la communication de la retenue afin de conserver la sympathie internationale. Toutefois, Islamabad a officiellement déclaré que toute incursion terrestre serait perçue comme une ligne rouge. Le Pakistan, quant à lui, ne dispose pas des capacités militaires conventionnelles indiennes. Il s'appuie donc sur une dissuasion nucléaire asymétrique, renforcée par des doctrines d'emploi précoce d'armes tactiques en cas de pénétration ennemie. Ces doctrines opérationnelles comprennent les ressources potentielles aux armes nucléaires à faible rendement contre des forces militaires sur son sol, le déploiement de systèmes de lancement mobile et discrets tels que le Nasr, ATF-IX, missile de courte portée, une posture diplomatique visant à internationaliser immédiatement tout conflit pour forcer l'entrée en jeu des puissances extérieures, ainsi qu'une attaque limitée indienne pourrait déclencher une riposte nucléaire, non stratégique mais si l'objectif initial était symbolique ou contenu. Après, le plus grand danger ne réside pas dans l'intention délibérée d'anéantissement mutuel, mais dans l'escalade involontaire. Plusieurs scénarios sont possibles. Par exemple, l'Inde mène une frappe chirurgicale sur une position militaire pakistanaise dans le Cachemire. 2. Le Pakistan réplique par une salve de missiles contre une base indienne. 3. L'Inde, par crainte de vulnérabilité, élargit ses cibles. Et 4. Le Pakistan déclenche l'alerte nucléaire et prépare le déploiement de ses vecteurs. Le seuil psychologique de chaque étape dépend non d'une doctrine rationnelle, mais d'une perception de perte de contrôle. Or, dans un contexte de nationalisme exacerbé, aucun dirigeant ne veut apparaître faible. Chaque pays dispose de leviers d'action qui n'impliquent pas encore une guerre ouverte. Pour l'Inde, l'accélération des exercices militaires dans le Rajasthan et le Ladakh, renforçant de sa flotte aérienne dans le nord du pays, avec le MiG-29, le Rafale et le Su-30, et l'augmentation des frappes d'artillerie le long de la ligne de contrôle, appelée le LOC. Pour le Pakistan, c'est la mise en alerte de ses forces stratégiques, ce qui a été évoqué par le général Nazir Ghaffar, renforçant de ses positions à Skardu et Gilgit-Baltistan. Et puis, le déploiement d'aval en mer d'Arabie pour dissuasion indirecte. Mais chaque geste, s'il est mal interprété, peut être considéré comme un précurseur d'une attaque et ainsi justifier une réponse préventive. Les acteurs internationaux ne sont pas neutres. La Chine, par exemple, partenaire stratégique du Pakistan, voit dans chaque conflit indo-pakistanais une opportunité de détourner l'attention de New Delhi. Elle observe avec intérêt les failles de la chaîne logistique indienne, surtout dans l'Himalaya. Les États-Unis, eux, veulent à tout prix éviter un conflit nucléaire dans une zone où ils ont perdu tout levier traditionnel. Washington appelle à la désescalade, mais sait que ces mots n'ont plus l'effet coercitif d'autrefois. La Russie, quant à elle, traditionnellement proche de l'Inde, reste silencieuse mais conserve un œil inquiet sur les déséquilibres croissants entre ces deux partenaires stratégiques en Asie. Et l'Iran, voisin du Pakistan, surveille attentivement les mouvements militaires à la frontière du Balochistan. Tout affrontement prolongé pourrait provoquer un afflux de réfugiés, voire des débordements idéologiques. Ce que révèle cet affrontement, ce n'est pas simplement un échange de tirs aériens, mais un basculement du système de dissuasion. La logique du MAD, Mutual Assured Destruction, désolé encore une fois pour mon anglais, est remplacée par une forme de dissuasion fracturée. Par exemple, des armes nucléaires à courte portée plus faciles à déployer, et des doctrines floues favorisant l'ambiguïté stratégique, ou une digitalisation du champ de bataille qui accélère le temps de décision mais réduit la réflexion politique. En somme, la région sud-asiatique est aujourd'hui un laboratoire d'une nouvelle guerre froide atomique, asymétrique, algorithmique et presque impossible à déstabiliser. Nous nous retrouverons pour la suite. N'hésitez pas à vous abonner et merci d'avoir visionné la vidéo de son entièreté. Bonne journée ou bonne soirée.